13 heures heure de Paris. On va lancer cette 12e session participative sur Zoom avec les membres d'ICOM. Je salue nos collègues d'ICOM France, nos collègues des autres comités d'ICOM qui nous rejoignent aujourd'hui sur ce cycle. Pour certains d'entre vous, c'est déjà quelque chose de familier, je le redis pour les autres. C'est la deuxième série de cycles que nous lançons. Nous avons initié ces débats très participatifs sur Zoom au mois d'avril-mai dernier. On a fait un premier cycle de 10 séances qui ont été de l'avis de tous les participants utiles pour créer des liens quand les musées étaient fermés, utiles pour se préparer à ouvrir, utiles pour se connaître aussi les uns les autres. Et à l'issue du premier cycle, en octobre dernier, on a pris la décision de relancer un deuxième cycle de 10 nouvelles séances Zoom qui nous conduiront jusqu'en septembre prochain. Et le thème que l'on a donné à l'ensemble de ce cycle, c'est solidarité. Pourquoi? Parce que ce mot de solidarité avait émergé vraiment comme un mot du Covid. Comme ce mot, effectivement, nous engage tous aujourd'hui. Quand on l'a lancé en décembre, la première séance était en décembre, nous pensions sincèrement tous que nous serions dans la hâte et la joie de rouvrir nos musées, que l'heure avait sonné de mettre en place des outils communs, nouveaux, ceux du musée de demain dont nous parlons depuis le début de la crise, mais chez nous à Paris, en France, comme dans la plupart des musées voisins et même du bout du monde, loin de sembler s'estomper, la pandémie se répand et les vaccins si prometteurs, si vite produits, doivent encore être administrés. Nous restons fermés. Sécurité oblige pour encore combien de temps, nous ne le savons pas vraiment. Ici, je veux dire en France, je le dis pour nos collègues des autres pays, notre ministre de la Culture a témoigné de son intérêt particulier pour les musées, on le remercie, en disant qu'ils pourraient être les premiers lieux à ouvrir. N'en doutez pas, chers collègues, si les musées peuvent rouvrir les premiers, c'est grâce à vous. Depuis le début de cette crise, vous avez pris les choses en main, d'abord en inventant des liens nouveaux avec les publics au travers du numérique dès le début de la crise, dès le mois de mars. Ensuite, en organisant des nouvelles manières de travailler, à distance souvent. En ce moment, en travaillant sur vos réouvertures d'expositions, en renégociant les prêts, les transports et tant d'autres choses encore. De cela, nous, à ICOM en général, à ICOM France en particulier, aujourd'hui, nous tentons d'être en tout cas vos porte-paroles. Nous rencontrerons dans les prochains jours le cabinet de la ministre française et nous dirons tout ce que vous nous avez dit, notamment au cours de tous ces Zooms auxquels vous avez participé. Continuez, on vous en prie, de nous apporter votre expérience, de l'échanger entre vous par le biais de ce réseau que nous ouvrons pour vous et puis par bien d'autres biais, évidemment. Toutes les dimensions des musées, toutes les professions des musées, tous les agents des musées sont concernés. Nous sommes entrés dans une période de réflexion intense sur nos missions et nos manières de les exercer. On l'a dit maintes fois, le productivisme, des expositions temporaires qui tournent vite avec des œuvres qui viennent de loin, peut-être faut-il le repenser avec une vision, une ambition plus durable dans tous les sens du terme. Notre mission éducative, nous pouvons sans doute la renforcer encore, surtout quand on voit à quel point les enfants qui, par la force, ont été éloignés de l'école et du plaisir d'apprendre tous ensemble sont parfois mis en danger par la distance qu'ils ont avec leur système éducatif. À nous peut-être de prendre une place dans ce système plus grande que celle que nous prenons. La fréquentation, les flux de visiteurs que les autorités de santé redoutent tant et probablement légitimement, nous savons aujourd'hui beaucoup mieux les ordonner. Réserver à l'avance, proposer des mesures sanitaires, assurer en salle avec nos gardiens, avec nos médiateurs le respect des consignes.
Les parcours de visite, beaucoup d'entre nous, dans tous nos musées, les ont aménagés de manière à les fluidifier, et cela, sans doute, effets positifs, des effets difficiles de cette crise, sans doute cette fluidification accroît encore le plaisir des visiteurs. Le musée aujourd'hui est enrichi de tout cela, enrichi de tout cela. Et le musée de demain continue de s'inventer. Nous continuons d'œuvrer à la définition, à la recherche d'une définition qui doit unir tous les musées du monde, du moins ceux de l'ICOM, c'est-à-dire 140 pays tout autour de notre globe. Je salue Diana Pardieu, qui est comme moi, c'est pas à ce titre que Diana est avec nous aujourd'hui, mais qui est comme moi dans le groupe de travail qui réfléchit sur la nouvelle définition du musée, le nouveau groupe de travail qui réfléchit sur cette nouvelle définition. Et je vous dis que vous êtes tous aujourd'hui invités à donner votre vision sur le site d'ICOM, d'ICOM International. Vous êtes tous membres ici présents et vous êtes tous invités à donner votre vision. Ouvrez le site d'ICOM pour participer à cette nouvelle définition du musée. Nous avons bien conscience que les musées ont changé, qu'ils vont changer et que cette pandémie va produire des transformations que nous n'avons pas encore anticipées. Certains vont disparaître malheureusement. En Amérique en particulier, on pense que 13% des musées ne réouvriront pas. Je ne sais pas si on confirme encore aujourd'hui ceci. Aujourd'hui, d'autres rencontrent des difficultés financières, d'autres encore ont dû inventer de nouvelles formes de travail et de nouvelles ressources que l'on aura sûrement à débattre un jour ici, je pense au numérique et de sa gratuité. Nous aurons sûrement à en débattre un jour, mais chaque chose en son temps. Et puis pendant tous ces mois, pour parler de ce que nous vivons tous ensemble, les questions sociales, les questions politiques même, je parle ici de celles qui nous concernent dans les musées, elles ne se sont pas ralenties. Le débat sur les restitutions est dans l'actualité vive des musées. Il y a eu un vote parlementaire ici en automne, vous l'avez peut-être lu, le Sénat français vient de publier un rapport. La recherche sur les provenances des collections partout dans le monde va s'intensifier. Elle va faire travailler ensemble les professionnels et les chercheurs de toutes les régions du monde, et ça c'est une bonne chose et on peut le penser. Ce sera une dimension importante pour beaucoup de musées. L'universalité des musées est de plus en plus questionnée dans le monde, notre déontologie commune, notre code de déontologie, lui aussi s'actualise en ce moment, et lui aussi, vous pouvez y participer en ouvrant le site d'ICOM, d'ICOM International. Vous êtes invités à participer à l'actualisation de ce code de déontologie, je vous invite à le faire. Sur ce site encore, et j'en finis, avec les informations à caractère général, l'ICOM valorise ce qu'il apporte au musée, mais vous verrez aussi que tout cela ne se fait pas sans vous. Certes, en ce moment, certains se demandent à quoi ça leur sert d'adhérer à ICOM s'ils ne peuvent pas entrer gratuitement dans les musées avec la carte Cézanne qui n'ouvre rien quand on est évidemment tous fermés. Eh bien, chers collègues, je vous le dis, être membre d'ICOM, c'est construire ensemble le musée de demain. C'est pas juste entrer gratuitement dans un musée, c'est construire ensemble ce musée de demain. Celui que nous voulons tous ensemble, et vous êtes invités à le faire par de multiples manières, y compris en participant à ces débats, et je vous remercie d'être là. Je reviens, pardon, de ce long détour, mais c'est important que l'on donne l'actualité de notre réseau à l'international. Je reviens sur les solidarités, mais vous avez compris que le thème est au centre de mon propos et ce que je viens de dire. Nous nous demandons aujourd'hui, mutualiser, est-ce solidaire? Drôle de question, m'ont dit certains. Mais derrière ce terme de mutualiser, on a souvent entendu des visions paradoxales. Pour certains, la mutualisation, c'est la perte de la singularité, c'est la perte du particulier. Pour certains, c'est même quelque chose qui veut dire perte de l'autonomie quand les choses se fondent entre elles. Mais notre parti n'est pas celui-là. Notre parti pris aujourd'hui, c'est de construire des solidarités. La solidarité, c'est pas le chacun pour soi, c'est le faire ensemble. C'est pouvoir compter les uns sur les autres. Et la mutualisation en est un des moyens. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui invité pour en parler des personnalités vraiment très expérimentées et très différentes du monde des musées. Je cite maintenant nos orateurs d'aujourd'hui. Pierre Pénicaud qui va tout à l'heure ouvrir la séance. Pierre, tu es agrégé de sciences naturelles, tu es ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle Henri Lecoq à Clermont-Ferrand, tu es conservateur général du patrimoine, et tu viens de publier un rapport que je montre, qu'on a mis en ligne sur le site d'ICOM France,
France sur l'organisation des musées de France au regard des réformes territoriales. Mais si je te propose de venir en parler aujourd'hui, ce n'est pas tant les réformes territoriales que l'accent très fort que tu mets sur cette place de la mutualisation des musées et dont tu parles, je crois, d'une façon très forte dans ton rapport. Diana Pardieu, tu es, chère Diana, je l'ai dit tout à l'heure, membre du comité qui s'appelle maintenant Define sur la définition des musées. Nous sommes donc collègues dans ce comité, mais dans la vie dans ta vie de tous les jours, tu es ancienne conservatrice au service des parcs nationaux de Washington, D.C., directrice du programme des musées de la Statue de la Liberté et d'Ellis Island à New York. Et surtout, pour nous aujourd'hui, tu es présidente de l'un des très gros comités internationaux de l'ICOM, qui est le comité international pour les musées résilients aux catastrophes, le DRMC, et on peut penser que le Covid que nous vivons est une catastrophe et que la résilience des musées est un enjeu primordial. Merci Diana d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Maude Boissac, Maude, vous êtes directrice des affaires culturelles et du développement touristique de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce et du département des Alpes-Maritimes et directeur des affaires culturelles de la ville de Cannes depuis 2013. C'est vraiment, vous me corrigerez si je fais une erreur sur votre titre, c'est vraiment très intéressant d'avoir aussi votre vision transversale d'une personnalité qui dirige les services culturels d'une ville et d'une grande ville touristique française. Richard Dagorne, que je salue également, vous êtes conservateur du patrimoine, vous étiez le conservateur du musée Giraudet de Montargis et aujourd'hui vous êtes le directeur du Palais des Ducs de Lorraine, musée Lorrain et musée de Nancy. Vous avez des expériences dont vous avez témoigné, je crois, lors d'un séminaire il y a assez peu de temps de mutualisation très, très intéressante. Et Sophie Warlop, vous avez deux choses que j'ai envie de dire. D'abord, vous avez fait une thèse sur le sujet de l'immigration des artistes flamands à Paris au XVIIe siècle. Et c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, cette question de la mobilité, de la manière dont l'art voyage et dont vous avez probablement quelque chose à dire sur l'universalité, le musée universel, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et vous êtes aujourd'hui directrice du lieu d'art et d'action contemporaine et du musée des beaux-arts de Dunkerque. Donc, nous avons essayé d'avoir une répartition à peu près homogène d'hommes et de femmes, comme nous en avons le souci régulièrement, et puis de mélanger des musées de différentes régions, le nord et le sud de la France, nos collègues de l'étranger et un témoin qui est aujourd'hui aussi au ministère et peut-être nous apportera quelques informations s'il le souhaite sur la manière dont au ministère on pense cette question de mutualisation et d'autres choses, si d'autres choses te viennent à l'esprit. On va commencer par toi, cher Pierre. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ton rapport et de cette question de la mutualisation dans ton rapport? Oui, merci Juliette. D'abord, je te remercie et puis je remercie l'ICOM de m'avoir proposé donc, de présenter ce rapport. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ça marche. Donc, alors c'est un rapport qu'on a fait à deux mains, hein, je le précise. Donc, c'est un rapport que nous avons fait que j'ai fait avec Bruno Saunier, qui est mon collègue à l'inspection des patrimoines dans le collège musée. Et c'est un rapport que nous avons remis à sa demande au directeur général des patrimoines au mois de juillet, donc de l'année dernière, de 2020. L'idée du rapport, c'était de regarder un petit peu quelles étaient l'évolution de l'organisation des musées dans le cadre des réorganisations territoriales qui ont été nombreuses, fusion des régions, certains changements au niveau des départements et puis surtout toutes les créations des EPCI, des établissements publics qui regroupent les communes, soit en métropole, en communauté d'agglomération, communauté de communes, etc. Et comme l'a dit Juliette, c'est pas le sujet c'est pas pourquoi je suis là, mais c'est parce que en fait on a découvert, enfin on l'avait senti déjà avant, mais on a vraiment mis le doigt sur un vrai mouvement dans l'organisation des musées, et c'est pour ça qu'on a mis en sous-titre de notre rapport vers une accélération des transferts
et des mutualisations. Alors transfert parce qu'un certain nombre de musées sont transférés à un autre niveau. La plupart des musées étaient des musées communaux et il y en a un certain nombre qui sont transférés au niveau des métropoles, des communautés d'agglomération, etc. Mais surtout, ce qui nous a vraiment frappé, c'est un mouvement de mutualisation. Et mutualisation à plusieurs niveaux, mutualisation entre musées et mutualisation avec d'autres services. Donc c'est ça que je voulais aborder aujourd'hui. Alors tout d'abord, vous parlez un tout petit peu de la méthodologie que l'on a adoptée avec Bruno Saunier. D'abord, nous nous sommes appuyés sur les services à la fois de l'administration centrale, le bureau des réseaux territoriaux au service des musées de France, et puis nous nous sommes appuyés aussi très fortement sur le service déconcentré, c'est-à-dire dans les DRAC, avec l'ensemble des conseillers musées. Et avec eux, nous avons essayé de trouver un certain nombre d'exemples. L'idée, c'était de ne pas balayer l'ensemble des musées, mais c'était d'aller un peu plus à fond dans un certain nombre d'exemples. Et donc, on a vu à peu près une trentaine d'exemples, ce qui nous a permis quand même de toucher à peu près presque 130 musées au total, donc c'est quand même assez important, et des exemples, soit au niveau d'une métropole, soit au niveau de, comme nous sommes allés à Nancy, justement, j'ai rencontré Richard Dagorne sur le cas de Nancy, des petites villes très rurales, des milieux très ruraux, des départements, des régions, et puis même quelques musées nationaux, comme par exemple le musée de la Marine, qui était intéressant, les musées de la Défense, le musée des Arts et Métiers, etc. Donc, avec des entretiens, des visites sur place, à chaque fois, nous avons fait une petite synthèse de chaque exemple. Donc, vous pourrez le retrouver sur le rapport dont vous a parlé Juliette, et puis donc ce rapport général. Alors, quelques grandes lignes. D'abord, c'est que le Code du patrimoine ne dit pratiquement rien sur l'organisation des musées, que doivent avoir les musées. Hein, donc, il laisse beaucoup de liberté aux collectivités territoriales de s'organiser pour l'organisation de leurs établissements. Bon, il est beaucoup plus contraignant sur le statut des collections, sur le projet scientifique et culturel, sur le service des publics, mais ça n'engage pas en fait l'organisation des musées. Ce qui nous a frappé aussi dans l'organisation territoriale, je suis obligé d'en parler un petit peu, c'est que bon, elle est très complexe, tout le monde le sait, hein, elle est rendue encore plus complexe par les dernières réformes, MAPTAM, loi NOTRe, etc. Et que visiblement rien n'est stabilisé encore. Et du coup, l'organisation des musées n'est pas stabilisée non plus au niveau national. Mais ce qu'on a pu voir, ce sont ces grandes tendances. Alors, je vais passer très rapidement sur les grandes tendances qu'on a observées au niveau des différents échelons des collectivités, que ce soit les régions. Ce qu'on remarque, c'est que les régions qui s'occupaient peu de musées directement, les régions soutenaient les musées par le FRAM, le FRAR, mais on observe que de plus en plus de régions sont en train de prendre la gestion de certains musées, de certains établissements. Les départements, par contre, c'est un peu le mouvement inverse. Les départements avaient été très présents avec les conservations départementales et on voit un certain désengagement des départements. Alors évidemment, c'est pas ce que je vous dis, c'est la tendance. Il y a des départements qui sont encore très présents au niveau des musées et en plus qui en gèrent directement, et puis d'autres qui se sont désengagés. Et puis, on a vu aussi que les métropoles, c'est-à-dire les grosses communautés d'agglomération, si je puis dire, se saisissaient des musées et qu'il y avait un certain nombre de transferts qui se passaient. Alors, des transferts qui peuvent être complets ou à moitié. L'exemple de Nancy est intéressant. Il y a, en gros, il y a 3 établissements qui ont été transférés à la métropole et 3 établissements qui sont restés à la ville. Alors après, au niveau des communautés d'agglomération, des communautés de communes, c'est-à-dire dans des zones plus rurales, c'est beaucoup plus varié et la tendance générale n'est pas encore très traitée. Mais il y a une chose qu'on a vraiment observée, c'est une tendance à la mutualisation. Alors, cette mutualisation, elle peut se faire au niveau des différents musées qui sont dans la même collectivité. Cette mutualisation, on l'a vraiment observée. Alors, il y avait eu une tendance à la mutualisation, je dirais, il y a une vingtaine d'années, et puis qui était un peu retombée. Il y a des exemples historiques de direction de musées, par exemple, je pense à Strasbourg ou à Marseille,
Mais ça se développe vraiment. Et cette tendance, on l'a vraiment observée plutôt dans les grandes collectivités, les métropoles par exemple, c'est l'exemple de Nancy, c'est à Toulouse par exemple aussi, il y a une mutualisation, il y a Angers, enfin bon, des tas d'exemples comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on a observé dans cette organisation? Parce que la mutualisation, c'est quoi? C'est mettre en commun quelque chose. Et alors, on peut mettre en commun des personnes, des personnels, on peut mettre en commun des bâtiments. Je pense par exemple aux réserves communes, c'est une tendance qui se développe. On peut mettre en commun des moyens, moyens financiers. Alors, la tendance quand même, c'est un petit peu à rassembler tout ça. Bon, je vous ai parlé des réserves communes, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant hein, à voir et en général qui permet de construire vraiment de belles réserves et qui vont être communes à l'ensemble de plusieurs musées. Il y a la tendance aussi à avoir un directeur des musées et contrairement à ce qu'on pouvait craindre, on a remarqué quand même que la plupart des directeurs de musées qui ont été nommés sont des scientifiques, sont des conservateurs, sont des gens du métier et non pas des administratifs comme on aurait pu peut-être le craindre à un certain moment. Ça se partage aussi entre soit le directeur des musées est aussi directeur d'un des musées, soit il n'est que directeur et il n'a pas en charge directement un musée. C'est quelque chose d'important parce que ça peut être une source de problématique, si vous voulez. Quand le directeur des musées est aussi le directeur d'un des musées, ça peut être défavorable au musée qu'il dirige parce que justement il ne veut pas le favoriser et puis ça peut être dans le sens inverse, il va le favoriser. L'exemple de Nancy était intéressant justement, mais Richard pourra en reparler parce que un petit peu par ce qui s'est passé de manière fortuite, il y a eu une sorte de roulement dans la direction de l'ensemble des musées de la ville. Les services qui sont mutualisés, du coup, permettent une réorganisation et en gros, alors c'est vraiment très synthétique, il faudra regarder lire le rapport si vous voulez, hein, mais il y a des pôles qui sont organisés à l'ensemble des musées. Et donc, du coup, il y a des pôles qui sont plus facilement mutualisables que d'autres. Un pôle administratif, par exemple, peut être facilement mutualisable. Le service des publics peut être souvent mutualisé, sachant que se pose la question, par exemple, des médiateurs qui ne peuvent pas être totalement polyvalents et donc qui nécessitent quand même une certaine spécialisation, évidemment. Le pôle des collections peut être mutualisé aussi. Alors que c'est le pôle qui semble le plus scientifique et donc a priori le moins mutualisable entre différents musées de typologies différentes. Mais il y a des choses qui peuvent être mutualisées. On a parlé des centres de conservation ou des réserves, mais tout ce qui est régie, tout ce qui est manutention, etc., tout ça peut être mutualisé et donc apporter des choses intéressantes. Donc je vous laisserai regarder le rapport. Il y a une chose qui nous a montré qui était compliqué dans la mutualisation, et ça paraît évident en fait, c'est plus la distance que la différence. Un des exemples qui nous semblait intéressant, c'était par exemple la mutualisation entre deux musées nationaux, les musées qui traitent de la céramique. Il y a celui de Sèvres et celui de Limoges. Et c'est extrêmement compliqué, évidemment, de mutualiser quand on est à 300 km l'un de l'autre. Et puis dans des contextes extrêmement différents. Ça n'a rien à voir d'être à Limoges et d'être dans la banlieue parisienne. Donc ces questions-là sont intéressantes et elles peuvent se retrouver même au niveau d'une grande ville. Certains musées sont plus éloignés et c'est plus compliqué d'organiser la mutualisation. Mais ce qui nous a vraiment frappé, c'est que la mutualisation, elle s'élargissait en dehors du champ des musées. C'est-à-dire qu'en fait, de nombreuses collectivités territoriales réfléchissent, pensent globalement à l'ensemble du patrimoine. Et donc, on a vu des mutualisations entre des services différents. Par exemple, un service d'archéologie et un musée. J'ai deux exemples. À Marseille, par exemple, le musée d'histoire de la ville a absorbé le service d'archéologie de la ville de Marseille. C'est une mutualisation. Alors qu'à l'inverse,
à Aix en Provence, ils sont pourtant dans la même métropole. C'est le service d'archéologie qui a absorbé le muséum d'histoire naturelle de la ville d'Aix, pour des raisons différentes, et sont des mutualisations qui fonctionnent. Donc il n'y a pas un schéma à construire, vraiment, c'est intéressant. Évidemment, les musées et les sites archéologiques, on a beaucoup de mutualisations qui peuvent exister, hein, dans ce sens-là. Musées et villes d'art et d'histoire aussi, on a vu, en particulier avec la création des SIAP, musées avec les archives, musées avec les bibliothèques, musées avec, alors évidemment, dans un domaine que je connais un peu mieux, collection vivante, musée avec université. Il y a plusieurs exemples comme ça de mutualisation, parfois qui sont anciens, mais qui ont été revitalisés par ces mouvements-là. Donc, tout un mouvement, hein, de mutualisation, de mise en commun. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Je vais faire ça très rapidement parce que je vais peut-être dépasser mes 10 minutes. Je n'ai pas du tout regardé où est-ce que j'en étais. Bon, je vais donner ça par des phrases. L'union fait la force, hein, c'est-à-dire à plusieurs, alors qu'on était petit, eh ben, on peut être plus important et on peut avoir un poids politique plus important. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Et la diversité fait la richesse. C'est vrai que d'unir, de mutualiser un muséum, par exemple, avec un musée des Beaux-Arts, au début, on marie la carpe et le lapin, mais non, ça fait de la richesse et c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est vraiment des forces, et c'est dans ce sens-là que la mutualisation, c'est la solidarité aussi d'une certaine manière. Évidemment, il y a des écueils et des limites. Alors, très souvent, les mutualisations, au départ, les politiques le font en se disant on va faire des économies. Bon, on ne fait pas d'économies en mutualisant. Ça ne permet pas de faire des économies, c'est en général très limité. Et par contre, comme on est plus fort, on peut demander plus parfois. Il y a des limites à la polyvalence quand même. Évidemment, quand on touche, plus on touche le scientifique, plus la polyvalence est quand même, on peut pas tout faire. Il y a des difficultés aussi liées à la complexité. Et je pense par exemple à la complexité des organisations hiérarchiques. Ça devient Ça peut devenir très compliqué, et ça demande de repenser les hiérarchies en fait. Les hiérarchies parce que entre le directeur du pôle administratif et le directeur d'un musée qui travaille directement avec ses administratifs, et bon voilà, donc ces liaisons hiérarchiques multiples qui compliquent en fait le fonctionnement. Et donc je pense qu'il faut qu'on change de paradigme sur ces fonctionnements. Je n'irai pas plus loin. Et puis, au niveau des services centraux, tu demandais un petit peu quel était l'avis du ministère. Eh bien, je pense que en fait, nos administrations n'ont pas saisi vraiment tout de suite ce grand mouvement de fond. Et il faut qu'ils s'en saisissent bien. Alors, ça commence à venir, par exemple, dans les DRAC, la création des services patrimoniaux qui regroupent justement archéologie, monuments historiques, musées, permettent d'aborder en fait les mutualisations de différents services dans les collectivités territoriales et de les accompagner. Et puis c'est vrai que ce mélange, cette transversalité est extrêmement intéressante. On voit bien, par exemple, je vais prendre juste un exemple, la notion de PSC, de projet scientifique et culturel, qui est né dans les musées et qui est un outil majeur et extrêmement intéressant pour construire une politique. Eh bien, c'est repris. C'est repris maintenant par les archives, c'est repris par les monuments historiques, c'est repris par les bibliothèques. Et bon, voilà. Et comme les musées pourraient reprendre sans doute au niveau des archives, par exemple sur le statut des objets, sur le statut des collections, etc., etc. Donc voilà, on s'enrichit en travaillant en transversalité et en mutualisant. Et donc s'enrichir, c'est d'une certaine manière de la solidarité. Voilà. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, non, Pierre, c'était très bien que tu introduises, que tu introduises en fait ce débat. Et je te remercie beaucoup parce que tu as dit beaucoup de choses. Ton rapport en dit beaucoup, bien sûr, mais tu as dit beaucoup de choses qui sont vraiment des questions essentielles, je crois, pour notre débat et en tout cas pour la partie qui sera la partie commune où tout le monde interviendra dans ce débat.
j'en entends quelques-unes et je vois parmi les intervenants des gens à qui j'aurais envie de donner la parole derrière. Notamment, tu dis mutualiser, ça n'est certainement pas économiser. Voilà une idée qu'il faudra savoir faire passer et que je partage volontiers, mais qui n'est pas dans tous les esprits. Pour beaucoup, mutualiser, c'est plutôt l'idée de supprimer des postes en double, c'est plutôt l'idée justement de rationaliser, et cela souvent constitue un frein, suscite la crainte. On aura sans doute l'occasion d'en parler, mais continuons peut-être nos présentations. Je demande, comme je crois que c'était convenu à Sophie Warlop de bien vouloir, Warlop, je ne sais pas si on prononce le W, oui, on prononce le W comme dans le Nord. Pardonnez-moi. Alors, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de vous entendre sur votre action commune du lieu d'arrêt d'action contemporaine et du musée des Beaux-Arts de Dunkerque. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en commun au fond? Alors en fait, la mutualisation du lac et du musée des Beaux-Arts, elle est déjà très ancienne, elle est historique. Elle date de 1994. Donc les deux musées étaient des musées communaux à l'époque, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Et il y a eu un rapport qui mentionnait une concurrence indigente entre les musées. Donc qui avait été fourni au maire de l'époque et qui a donné lieu à cette mutualisation au départ d'un directeur. Donc c'est très ancien. Au départ, elle a été partielle, c'est-à-dire que ça a été justement l'équipe scientifique, l'équipe administrative et technique qui ont été mutualisées, mais pas la surveillance, étonnamment. Et chacun avait son domaine pour ce qui était des équipes d'accueil et de surveillance. La mutualisation est devenue après totale en 98, donc sur l'ensemble des unités et des équipes des musées. Ce qui s'est passé aussi, ce qui est assez intéressant à Dunkerque, ça fait maintenant de très nombreuses années, un peu plus de 15 ans, qu'on est aussi mutualisé avec les lieux patrimoniaux. C'est donc la direction des musées qui s'occupe de l'accueil et de la surveillance dans les deux églises patrimoniales de la ville, que sont Saint-Éloi et la Petite-Chapelle. Et donc, tout ça est consolidé et existe depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, d'une part, on a un budget qui est totalement intégré. Il y a évidemment plus de distinction entre les équipements. Et on a également un organigramme qui l'est, on va dire, presque entièrement. C'est-à-dire qu'on a des unités fonctionnelles transversales, l'administration, le pôle technique, la médiation, l'équipe de collection, l'équipe de surveillance et puis un chargé de com. Donc ça, ce sont des agents qui travaillent de manière totalement transversale sur les deux musées. Et ensuite, on a quand même quelques postes qui incarnent des projets. On a notamment un attaché de conservation, plus particulièrement sur le projet du lac. L'idée est justement de tenir l'identité du lieu et de pouvoir l'incarner aussi par une personne qui est donc spécialiste. Et donc, dans le cadre d'un nouveau projet du Musée des Beaux-Arts, on a le souhait de pouvoir recruter également un conservateur sur ce projet du Musée des Beaux-Arts. Alors, justement, dans ce qui est très intéressant, également dans les avantages de cette situation, c'est que d'abord, cette mutualisation qui repose maintenant sur un véritable historique a permis quand même de renforcer les compétences en règle générale de l'équipe. Ça, c'est très, très important, que ce soit des agents d'ailleurs de catégorie C, comme par exemple pour nos techniciens, je vais donner cet exemple-là, il y avait 2 agents techniques
polyvalents au Lac, 2 agents techniques polyvalents au Musée des Beaux-Arts. Aujourd'hui, on a monté en compétences puisque l'équipe est toujours polyvalente, mais on a un menuisier, un électricien, un peintre plaquiste, etc. Donc, même sur ces catégories-là, c'est extrêmement utile quand on fait des scénographies, etc. Vous imaginez. Sur l'équipe scientifique également, ça nous a permis de recruter des personnes qui avaient soit une spécialité des ESS conservation, et donc du coup de monter en compétences finalement à tous les niveaux. Et sur toutes les équipes. Donc, on a également en médiation quelqu'un qui est spécialiste des publics spécifiques. Donc là, c'est pareil. Du coup, elle est en capacité de développer des partenariats de manière beaucoup plus poussée qu'on aurait pu l'imaginer si les musées étaient restés séparés. Ça nous donne également une force de frappe. Par exemple, quand on veut faire des grands projets, eh bien, évidemment, on est en capacité de mobiliser une équipe beaucoup plus importante. Et donc, du coup, d'être plus ambitieux dans les projets. Évidemment, c'est une question d'organisation, de planning, mais on a une force de frappe qui est absolument importante et précieuse aujourd'hui. Ça a donné lieu d'ailleurs à un déménagement pour le Musée des Beaux-Arts qui s'est très bien passé parce qu'on avait une équipe de collection qui était sérieuse. Pour l'inconvénient, effectivement, il y a la question d'un organigramme qui est très en râteau et qui nécessite d'avoir des responsables de pôle qui soient forts, mais qui sachent parfaitement s'entendre et d'avoir plutôt une organisation sous forme de projet avec du pilotage. Enfin, nous, c'est ce qu'on aime faire, en fait. Voilà, chacun son tour pilote et chacun son tour a une responsabilité sur un projet et emmène les autres. Alors, dans le projet scientifique qui vient d'être écrit et qui a été donc validé par le conseil municipal le 17 décembre dernier, donc c'est vraiment très très récent, on pose également d'autres questions sur les mutualisations. Le lac est voisin du FRAC Grand Large Hauts-de-France. On a réalisé plusieurs projets extrêmement importants avec le FRAC, notamment en développant des marchés communs. On a totalement aligné notre politique tarifaire, on a travaillé sur nos horaires également, on a développé des passes et ces projets communs ont apporté effectivement des collaborations de nos équipes, mais également de travailler sur du pilotage budgétaire commun, c'est-à-dire de faire par projet des budgets communs, et ce qui nous a permis d'aller chercher du mécénat. Et ça a été très intéressant. Et effectivement, la collaboration entre les musées et le FRAC a été très efficace sur les expériences, en tout cas, qu'on a pu avoir de projets communs. Et au-delà de ça, donc, on est en train de travailler sur le transfert à la communauté urbaine de Dunkerque. Il y a d'autres musées sur ce territoire, le musée portuaire, le musée de dessin et de l'estampe originale à Gravelines. Et il est question donc justement de continuer à travailler au travers de réseaux, soit le réseau art contemporain qui est aujourd'hui très fortement organisé, soit la mise en place d'un réseau patrimoine qui permet de travailler aussi bien avec les sites mémoire, avec les monuments historiques qu'avec les musées, et notamment d'essayer d'inventer des formes de médiation nomade pour aller vers des publics. Et là, on est surtout en train de travailler justement vers nos publics, mais aussi vers nos non-publics. Ça, c'est une autre question, mais la mutualisation permet aussi de toucher d'autres personnes en allant travailler, en s'appuyant sur les réseaux de chacun. Voilà. Donc voilà pour un peu le témoignage que je peux donner de Dunkerque. Et donc, en tout cas, moi, je suis une fervente défenseuse de la mutualisation qui a montré une belle efficacité ici et pour lesquels il y a encore de jolis projets à d'autres échelles, puisque à l'échelle de l'agglomération. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Sophie. Je suis sûre que des questions reviendront vers vous, et en particulier, vous avez mis l'accent sur le fait que votre mutualisation permet de renforcer des compétences. Là aussi, c'est souvent une crainte qu'ont les équipes de se voir plutôt
doubler, agir en double. C'est très important votre témoignage parce que vous expliquez vraiment que la mutualisation, c'est être plus fort, même plus fort pour demander du mécénat. Je crois que c'est vraiment précieux que vous le disiez. Je vais passer maintenant la parole à Richard Dagorn. Donc, Pierre Pénicaud vous a tendu une perche en parlant de sa vision également de l'expérience du musée de Nancy. On vous écoute pour parler de votre expérience. Bonjour à tous et toutes. La mutualisation, effectivement, à Nancy, alors effectivement, depuis longtemps maintenant, elle concerne les musées de la métropole. Depuis moins longtemps, elle concerne les musées municipaux, en l'occurrence 3 grandes institutions que sont le musée des Beaux-Arts, le Palais des Ducs de Lorraine, musée Lorrain, et le musée de l'école de Nancy. Donc voilà les 3 grands éléments qui constituent en fait cette direction des musées. Avec à chaque fois des spécificités sur lesquelles je passerai assez rapidement. Enfin, je ne peux pas ne pas signaler la Villa Majorelle, qui est une antenne extraordinaire du musée de l'école de Nancy, que je vous invite à venir visiter dès que nos musées auront rouvert, une réalisation de Valérie Thomas et de son équipe. La Maison Prouvé, qui est une antenne pour le coup du musée des Beaux-Arts. Et puis le musée Lorrain qui a la gestion de l'église Notre-Dame de Bonsecours, qui elle aussi sera au cœur de nos actualités, notamment avec l'exposition Adam en fin d'année au musée des Beaux-Arts, qui trouvera un écho dans différents sites de la ville. Pierre a parlé de la démarche globale de la mutualisation. Je le rejoindrai complètement. Je signalerai juste deux points. Le fait qu'on a à Nancy, au sein de l'équipe des musées, une chargée de valorisation du patrimoine, donc qui assure une espèce d'interface entre les musées et leurs collections et puis la valorisation plus urbaine. Enfin, on a ce secteur sauvegardé et cet ensemble classé au patrimoine mondial. Donc, elle assure d'une certaine façon, elle garantit le fait que les collections de musées ne soient pas oubliées quand on intervient sur l'architecture de la ville. Et puis, une spécificité qui, à mon avis, est encore plus nouvelle, en l'occurrence, la présence d'un chargé de développement des arts urbains au sein de l'équipe du musée des Beaux-Arts, aujourd'hui dirigée par Susanna Gallego-Cuesta. Ce chargé de développement des arts urbains, vous voyez, qui assure finalement une passerelle avec un secteur qui est en plein développement, mais je n'ai pas connaissance, si vous voulez, d'une institutionnalisation de la mission à un point tel que celui auquel on a abouti à Nancy. Avant la mutualisation, avant 2017, il y a un certain nombre d'expériences partagées. Il se trouve qu'on a des thématiques qui se retrouvent d'un musée à un autre, que ce soit l'art nouveau. Alors, il y a de l'art nouveau, évidemment, au musée de l'école de Nancy, mais il y a aussi une belle collection d'hommes au musée des Beaux-Arts. Et puis, l'art nouveau, dans sa dimension plus industrielle, il est aussi présent dans les collections du musée Lorrain. Donc, on avait, vous voyez, un certain nombre de thèmes comme ça qui se recoupaient. À partir de 2013, on a surtout cette réserve commune dont Pierre a parlé, qui est un outil extraordinaire, un outil et où on a fait le choix, justement, de ne pas raisonner d'un point de vue de propriétaire, d'une certaine façon, mais vraiment de décompartimenter les réserves. Et puis, il se trouve que là encore, depuis une dizaine d'années, le musée de l'école de Nancy, faute de lieu d'exposition dédié, s'est invité plusieurs fois au musée des Beaux-Arts, de la même façon que nous-mêmes, en fin d'année, du fait des travaux de rénovation du musée Lorrain, eh bien, nous nous inviterons au musée des Beaux-Arts. Alors, la forme de la mutualisation, elle me semble intéressante parce qu'elle ne va pas aussi loin que l'exemple de Sophie Varlop. On a gardé dans chaque établissement une partie importante des équipes, en l'occurrence la sécurité, qui de notre point de vue ne pouvait pas dépendre de quelqu'un d'autre que du chef d'établissement, la régie, l'équipe technique et la documentation. Donc en fait, aujourd'hui à Nancy, dans les musées municipaux, 2 grands ensembles sont mutualisés. D'une part, le secrétariat général, la direction administrative et financière dont on a déjà parlé plusieurs fois, et puis la direction des publics et de la communication, sachant que pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure du médiateur, vous voyez, qui ne peut pas intervenir sur tous les sites, nous, on lui impose quand même à ce médiateur de pouvoir intervenir au moins sur 2 sites. Donc, c'est un peu la condition qu'on a posée, vous voyez, de ne pas avoir évidemment comment dire, de ne pas forcément être omniscient, mais en tout cas de pouvoir intervenir sur 2 de nos sites. Et l'équipe de direction, donc assez naturellement, de Nancy Musée, elle regroupe les 3 chefs d'établissement, le secrétaire général et un conservateur qui est spécifiquement dédié des publics et de la communication. C'était quelque chose qui nous semblait fondamental, si vous voulez, d'affirmer
l'importance accordée au public par la présence d'un conservateur qui, par ailleurs, est en charge d'une collection dans un des musées au sein de l'équipe de direction. Alors, les effets de la mutualisation, il y a une chose qui n'a pas été dite, alors je suis content d'être celui qui va pouvoir la dire, c'est que de mon point de vue, la mutualisation permet à des compétences qui s'exprimaient dans un seul établissement de s'exprimer au niveau de tous les établissements. Ça, pour moi, c'est fondamental et ça se vérifie aussi bien dans le domaine de la régie de recettes, parce qu'on s'est aperçu que finalement, on avait une expertise en régie de recettes, mais ce n'était pas nécessairement dans le musée le plus important. Et puis, à contrario, dans un autre domaine, vous voyez, par exemple, dans le domaine de la communication, on avait quelqu'un qui était un agent formidable dans un des musées, mais finalement, dont le savoir-faire a pu être mis à la disposition de l'ensemble des établissements. Alors, la mutualisation, c'est également une bien meilleure circulation de l'information entre les musées. Alors, c'est évidemment, ça va sans dire, mais encore faut-il l'énoncer. On a eu finalement la chance de pouvoir occuper notre confinement en travaillant justement par le biais de réunions à distance sur le projet scientifique et culturel, qui est un projet scientifique et culturel commun qui s'exprime au niveau de Nancy Musée. Et c'est une démarche qui, pendant le premier confinement, a permis finalement, d'une certaine façon, de tenir un peu les équipes en haleine. Évidemment, Pierre en a parlé, Sophie Varlop en a parlé aussi. La masse critique qu'on atteint quand on est trois, c'est évident qu'on est plus fort. Ça, je ne sais pas moi qui dirais le contraire. Après, en conclusion de cette intervention, il semble important, si vous voulez, de mettre en avant les conditions de la réussite d'une mutualisation. Alors, la solidarité, de toute façon, elle est au cœur même de l'intervention d'aujourd'hui. Cette solidarité, forcément, aujourd'hui, elle va plus s'exprimer lorsqu'on met en œuvre des projets qui nous amènent à fédérer des équipes qui ne sont pas déjà mutualisées. C'est pour autant pas le plus simple à mettre en place parce qu'il y a quelque chose qui a la vie dure dans nos établissements, ce sont les pratiques, les habitudes. Et Dieu sait si ce n'est pas simple d'avoir à confronter des pratiques en matière de régie, de conservation ou même de manipulation des œuvres qui ne sont pas toujours les mêmes dans les établissements. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille de façon à pouvoir harmoniser un peu les pratiques. Ce qui me semble important également, c'est, Pierre l'a dit, quand on est à la fois chef d'un établissement et directeur d'une structure mutualisée, c'est de faire preuve d'équité. C'est de faire bien attention, si vous voulez, et particulièrement dans la gestion des budgets, à ce que personne ne soit oublié et que le travail de coordination il soit mené de façon parfaitement juste et que si cette année on fait un effort en matière d'acquisition pour tel musée, bien l'année suivante ce soit tel autre et qui puisse bénéficier de l'effort de l'année qui suit. Et puis le dernier point, à mon avis, c'est ce qui me semble le plus intéressant, c'est vraiment d'essayer de créer une culture commune. D'ailleurs, dans le projet scientifique et culturel, j'ai proposé d'intituler un chapitre « Des valeurs en partage ». Bon, voilà, c'est un peu bébête, mais des valeurs en partage, c'est à mon avis au cœur de notre débat sur la sûreté et la sécurité des personnes, sur l'accueil des publics, sur la conservation-restauration, sur la recherche et la diffusion, bref, sur tous ces éléments qui ne sont pas encore mutualisés aujourd'hui, mais vers lesquels on peut envisager d'aller progressivement, sous réserve effectivement de définir une espèce de socle commun sur lequel on va pouvoir se retrouver et bâtir la prochaine étape de la mutualisation. Merci, vous êtes tous très enthousiastes à propos de la mutualisation, c'est fort intéressant. Il nous reste deux interventions. Je vais d'abord passer la parole à Maude Boissac et ensuite à Diana Pardu qui évidemment nous apportera un autre regard. Maude Boissac, d'abord je vous dois des excuses parce qu'il paraît que quand je vous ai présenté, j'ai oublié de dire quand même votre fonction actuelle qui est que vous êtes directrice des affaires culturelles de la ville de Cannes. Je l'avais en tête, il semblerait que je l'ai avalé. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser si c'est le cas. Et ensuite, c'est vraiment intéressant parce que vous êtes la témoin d'une politique de ville, d'une politique municipale en matière de musées, d'une mutualisation des musées. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces professionnels qui s'expriment et qui nous écoutent en ce moment de l'expérience et de la réussite de votre expérience à Cannes?
Alors, bonjour, merci pour l'invitation de l'ICOM. Alors, moi, quand je suis arrivée, les musées étaient déjà mutualisés. Il y avait déjà une direction, une gouvernance identifiée sur les deux musées, le musée de la Mer et le musée de la Castres. Et il y a ensuite un pôle d'art moderne et d'art contemporain qui gère deux structures dédiées du coup à l'art moderne et à l'art contemporain qui a une autre direction. Ensuite, nous, ce qu'on a fait au niveau de la ville, c'est qu'on a fait un travail de mutualisation assez global autour d'un projet qui s'appelle Quand l'art nourrit la cité, avec un début de projet et une fin de projet. Donc, on est vraiment en mode projet. Donc, c'est une politique culturelle qui dure 5 ans, de 2017 à 2022, et qui a l'ambition de généraliser l'éducation artistique et culturelle pour tous, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les personnes âgées. Donc, pour le public jeune dans sa pratique, il est 3 ou 99 ans. Et moi, j'arrive dans une ville où on est quand même sur des baisses de dotation de l'État. Donc, clairement, la mutualisation est aussi un moyen de répondre à une baisse de financement à peu près de 12%, ce qui est énorme. Et donc, avec une ambition politique très, très forte de généraliser l'éducation artistique et culturelle et d'irriguer la ville d'art et de culture. Donc, c'est aussi un vaste programme et qui demande du coup des moyens. Donc, nous, rapidement, quand je rencontre l'ensemble des équipes et pas uniquement en réflexion, en ayant une réflexion en termes d'équipement, on se dit quelles sont les compétences et comment on va pouvoir donner plus de responsabilités aussi à certains secteurs, à certaines missions, à certaines fonctions, de manière à amplifier l'offre telle qu'elle existe actuellement. Donc, quand on parle de la généralisation, ça veut dire 100%. Donc, il y a des éléments qui sont facilement quantifiables. C'est le cas, par exemple, sur les scolaires. Donc, nous, il y a 17 800 jeunes chaque année qui ont un projet d'éducation artistique et culturelle à Cannes, à la fois une pratique artistique, une rencontre avec une œuvre ou un artiste et un débat autour de l'œuvre. Donc, on commence à faire un état des lieux en voyant bien qu'on est à peu près à 30% dans les lycées, dans les collèges et à 88% dans les écoles élémentaires. Et qu'il va falloir mettre en place non seulement des outils de suivi qui sont très cadrés, mais également des contractualisations avec l'ensemble des partenaires, donc les chefs d'établissement et le rectorat, bien entendu la délégation académique, l'ensemble des opérateurs culturels, donc les musées, le centre d'art, les archives, le conservatoire, après toutes les associations, l'école régionale d'acteurs. Donc, on a 2 écoles d'art à Cannes, le Pôle national supérieur de danse, un orchestre symphonique aussi en résidence, de manière à augmenter du coup très significativement le nombre des enfants. On mutualise l'ensemble des médiateurs. Donc, on crée un poste qui est un poste de coordination d'éducation artistique et culturelle, donc un poste de coordinateur de l'éducation artistique et culturelle, qui a un agent qui était aux archives, qui avait en gestion un poste d'assistant de conservation et qui devient coordinateur d'éducation artistique et culturelle. Et on mutualise, du coup, on réunit l'ensemble des médiateurs de tous les équipements culturels de Cannes pour réfléchir à amplifier et à mutualiser les compétences et la technicité autour de ce projet de généralisation d'éducation artistique et culturelle. Donc, on change radicalement les paradigmes. Et on va faire en sorte de désegmenter aussi l'offre telle qu'elle a été proposée aux enseignants et d'ailleurs aux animateurs aussi, parce que cette généralisation touche aussi les centres de loisirs. Et donc, l'ensemble des directeurs et l'ensemble des médiateurs et des responsables des services de public vont travailler ensemble sur des projets beaucoup plus transversaux autour des aventures thématiques. Donc, par exemple, on peut partir sur la culture inuite. De là, on va l'aborder aussi bien à travers les collections de musées, à travers une programmation de spectacles vivants, à travers le cinéma, de manière à avoir comme ça un fil conducteur et à augmenter la lisibilité et étoffer l'offre qui est proposée. Ce projet, quand l'art nourrit la cité est écrit, on devient territoire d'expérimentation et un laboratoire au niveau national, et on met en place les outils qui servent aujourd'hui à toutes les grandes villes de France qui se lancent dans la généralisation de l'éducation artistique et culturelle,
avec les outils de suivi, les cahiers des charges. Pardon. Et, voilà, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à une offre à peu près à 300 projets par an aujourd'hui qui sont écrits ensemble, qui sont du coup vraiment rédigés ensemble avec le conservatoire, l'orchestre, les musées, le centre d'art, et qui sont proposés à la population et également aux établissements scolaires et aux centres de loisirs. Donc, c'est un changement aussi en termes de partage et le socle commun, finalement, la culture commune, elle n'est pas uniquement liée à l'équipement musée, elle est plutôt liée à la politique culturelle de la ville. Et ça, c'est assez intéressant. Et plus globalement aussi, il y avait tout ce désir, cette volonté d'aller dans l'espace public, d'aller dans l'art dans l'espace public, de mettre plus d'art dans l'espace public. Et dans ce cadre-là, on a toute une action aussi avec tous les services municipaux de la ville qui peuvent être commanditaires d'une œuvre d'art et qui peuvent être du coup porteurs d'une commande artistique. Par exemple, le service des espaces verts peut travailler avec un illustrateur pour réfléchir sur le mobilier urbain au sein d'un jardin de la ville. Ou encore, le service voirie peut travailler avec un artiste contemporain autour de la réflexion d'un quartier. Voilà. Donc, ça touche finalement, ce projet, ça touche 2500 agents de la ville. Hein. Donc, ça veut dire aussi que nous, on a la possibilité, enfin, on amplifie aussi notre budget avec des financements qui peuvent être d'autres services. À mon sens, ce qui est extrêmement, pour nous, ce qui a été pertinent, c'était de re-responsabiliser aussi certains métiers, de revaloriser les médiateurs culturels au sein de ce projet. Du coup, c'est un projet autour d'éducation artistique et culturelle, donc qui était c'était forcément l'objectif aussi de les mobiliser. C'était aussi un moyen, en changeant les paradigmes, de les impliquer. Parfois, il y avait certaines personnes qui étaient dans un certain confort et de modifier leurs objectifs et de leur donner aussi à voir d'autres lieux culturels ou travailler avec d'autres personnes, ça a permis de leur éveiller la curiosité et d'être plus créatifs. Voilà, donc cette idée aussi de désegmenter, pour nous, il y a eu un impact très positif aussi, à la fois au niveau local, au niveau vraiment du territoire, en termes d'appropriation de projet, et également, après, plus globalement, en termes de rayonnement de la politique culturelle cannoise, on a fait une première page de Télérama sur l'éducation artistique et culturelle, chose qui était absolument improbable il y a peut-être 5 ans. Merci. Donc, des changements importants induits pour ces modifications de votre approche et cette transversalité dont vous témoignez. Je suis vraiment désolée que vous ayez été un peu perturbée par des interventions. Alors, du coup, j'en profite pour demander aux présents de ne pas oublier de couper leur micro quand ils ne prennent pas la parole, mais ne vous inquiétez pas, dans peu de temps, vous allez pouvoir prendre la parole. Coupez votre micro, mais en revanche, n'hésitez pas à mettre votre caméra parce que c'est agréable pour moi aussi de voir si vous avez des petits signaux à faire ou si vous demandez la parole. Enfin, vous le faites comme vous le voulez, mais n'hésitez pas à mettre votre caméra et à couper votre micro. Je passe maintenant la parole à Diana Pardieu, notre collègue américaine. Diana, donc vous dirigez le programme des musées de la Statue de la Liberté et d'Ellis Island. Je ne sais pas si c'est un seul et même musée ou un musée ou si c'est une organisation mutualisée. Vous apporterez peut-être un témoignage sur cette activité-là, mais c'est surtout en tant que présidente du comité international de l'ICOM pour les musées résilients aux catastrophes que je t'ai demandé de participer à cette réunion d'aujourd'hui. Très intéressant, le principe même des comités internationaux de l'ICOM, c'est que des musées du monde entier coopèrent. Alors, ils ne se mutualisent pas, ils coopèrent, ils échangent, ils s'informent, mais justement, ils peuvent échanger sur la bonne pratique. Et là, dans la période terriblement difficile que nous sommes en train de vivre, cette coopération, qui n'est peut-être pas une mutualisation, mais qui est en tout cas assurément la mise en évidence
l'importance d'être solidaire, de l'importance d'échanger, de l'importance de s'entraider. Je pense que à partir des RMC, de ce comité international, Diana, tu vois beaucoup de choses et tu entends beaucoup de choses. Est-ce que tu peux maintenant nous faire témoignage de ton expérience? Je rappelle à ceux qui veulent entendre l'interprétation qu'ils doivent se remettre sur pour ceux qui n'étaient pas là au début, sur leur écran, cocher sur interprétation et aller enclencher anglais. Français, pardon, français. Excusez-moi, c'est ce que je fais donc. Merci Diana, à toi. Thank you. On behalf of the International Committee on Disaster Resilient Museums, I'm very pleased that you invited me to join you today for this ICOM France program. This topic of solidarity is particularly significant for the topic of disaster planning and emergency response. And just to give you a quick information on my background that Juliet alluded to, I'm at the Statue of Liberty and the Ellis Island Immigration Museum. There are 2 islands in New York Harbor. They're operated together as one site under the National Park Service of the United States. And there is a Statue of Liberty Museum that opened in 2019, and the Ellis Island Immigration Museum that has been open since 1990. So this new committee, the International Committee on Disaster Resilient Museums, it's one of the newest international committees of ICOM, and its goals and objectives are to increase awareness of the importance of emergency planning and disaster risk management for museums, and to collaborate with other ICOM committees, national committees, regional alliances, and then other museum organizations in the field of cultural heritage, emergencies, and disaster response. And the idea is that the committee will provide a mechanism in the museum community for the dissemination of information resources, training opportunities, and professional networking about disaster risk management. The DRMC does work collaboratively with ICOM's Disaster Risk Management Standing Committee and the Department of Heritage Protection, which is within the ICOM Secretariat, to respond to museum emergencies with the appropriate communication, coordinated actions, and effective use of resources. One of the most recent examples of this collaboration was with the Beirut earthquake emergency response. It was coordinated with ICOM and several other cultural heritage organizations, and with the ICOM Lebanon group and the group of museums in Beirut. So I would also like to welcome any ICOM members that have an interest and experience in museum emergency preparedness and disaster response to consider joining this international committee when they renew their membership in 2021. So as I said, one of the ideas of solidarity is very important in that the committee and its members would work with all these various international organizations such as EPROM, ICOMOS, and other national and international organizations in the response to different types of museum emergencies. And one example was the Beirut earthquake emergency. More recently, we've been working with ICOM Armenia situation and talking with them about creating training opportunities
for both of these national committees members. We've also worked with the Smithsonian Institution in the United States, which has a cultural resources component that deals with emergencies both internationally and within the U.S. There's the, as I said, the ICOM, Heritage Protection Office. ECROM is a particularly good resource for emergency response. They have their training program that is done on a yearly basis. And then they work with ICOM on a whole variety of response efforts. And then there's a first aid to cultural heritage group in Central America, particularly Honduras and Guatemala, who have been very active in terms of responding to hurricanes, which is more of an issue in North America and Central America. So one of the things I wanted to talk about today is what we've talked about in terms of emergency response for COVID-19, because I think that's what's on everybody's minds right now. We do have some, I can make some general recommendations on what we've talked about responding to this crisis. One of the key elements of disaster planning that relates to solidarity is the fact that it's so important for museums to coordinate with the local public authorities and other museums in the community so that any sort of response is coordinated, and that ideally that should be done before there's a crisis or a disaster. Every museum should be developing an emergency plan, and in that plan should be the information on who to contact within these various museums and public authorities. And that information needs to be kept up to date so that when an emergency occurs, that information is readily available. Each museum needs to assess its existing conditions, staff resources, availability of equipment and supplies, and of course, in particular for COVID-19, you need to prioritize health and safety. Museums need to assess risks, promote hand washing and social distancing, provide protective equipment, including face masks, and make sure that sick staff can stay home if they need to. And there should be a phased timeline depending on the health considerations of the museums and the local authorities wherever you're living. And what we've generally recommended is there's phase one, which is limited access to museums. The museums are essentially closed down and only emergency workers are allowed in. Then phase two for expanded access. Phase three for full services when we all get back to normal, which may be a while from now. Some of the protocols would be to establish cleaning, disinfecting, and ventilation protocols, restricting person-to-person contact, monitor the number of visitors, restrict access to areas of the museum. And then, of course, it's important to update workplace policies to meet the evolving health guidelines and support staff by promoting wellness. And one of the more important things is to consider the emotional toll that this is taking on employees and visitors. It's essential that proper training is provided to staff so that they're able to respond to these situations.
And then in addition to having an emergency plan, you need to have a communication plan so that you can communicate effectively with staff, with visitors, and with the local communities. So I think that gives you some idea of the projects we're working on. As I said, we're interested in new members. We're a new committee, so we're still in the process of developing our board, our actions and planning for the new year. So I welcome any new members that might be interested. And I'll leave it to questions from the audience at this point. Merci. Merci. Merci Diana, c'était vraiment très intéressant que tu nous apportes ta vision, ton point de vue, celle du comité international, et tu as répondu pour partie à des questions que j'avais envie de te poser, que j'avais aussi envie de poser à nos amis qui sont dans des comités internationaux ou dans des comités nationaux autres que le comité français, puisque je vois qu'on a une douzaine de participants qui ne sont pas du comité national français avec nous. Je vais peut-être essayer de leur passer un petit peu la parole, mais tu as répondu en partie à des questions que je voulais poser, et en particulier à celle sur, je me demandais si c'était une vision un peu franco-française, cette vision de la mutualisation comme quelque chose de nouveau, mais tu apportes un point de vue en parlant d'autre chose que de la mutualisation, des fonctions des musées. Tu dis mettre en commun les évaluations, mettre en commun la formation, etc. C'est des choses que je trouvais importantes d'entendre. Je pense que chacun d'entre vous aura des questions à poser. Moi, je voudrais demander à quelques collègues, notamment notre partenaire grec Teti, qui est partenaire de ce colloque. Teti, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Et en particulier, je pense que vous avez en Grèce eu à mettre en commun pas mal de choses dans des musées, dans la difficulté où vous a mise le Covid. Est-ce que tu as envie d'en témoigner? Oui. Merci beaucoup de l'invitation et de l'organisation de cette table ronde. Et on commence à faire ça, même en Grèce. Maintenant, on a eu une loi a été passée au Parlement le mois dernier. Et par exemple, je donne un exemple. Le Musée national d'art populaire va aider, mutualiser, on peut dire, avec un petit musée dans la région d'Attique afin de l'aider sur des questions de conservation, d'administration, d'éducation et tout ça. Alors, on commence à penser à ça. Et on fait les premiers pas parce que les problèmes sont vraiment grands et on doit les envisager d'une manière différente. Merci beaucoup, Teti. Est-ce que nos autres collègues d'autres pays ont le sentiment que notre vision est une vision franco-française, ou est-ce que vous vous posez la question de la même manière? Est-ce que Stéphanie ou Alexandre ou peut-être Christiane Sanon de Burkina Faso, est-ce que vous avez envie d'apporter votre point de vue, de nous dire si ça vous semble une vision un peu particulière, notre vision du Comité national français, ou est-ce que vous partagez notre point de vue? Alexandre, peut-être, je vois que tu es encore là. Nava Kessler, qui est notre collègue homologue et personne participant à l'organisation de ce séminaire de ICOM Israël. Est-ce que Nava, vous avez envie d'ajouter un complément d'information à ce qui vient d'être dit? Je ne la vois pas.
Je ne sais pas où tu la vois, je ne la vois pas. Nava m'entend? Nava ne m'entend pas? Bon. Et Alexandre non plus? Hi. Elle arrive. Ah, yeah. Hi, it's Nava ou great to Alexandre? be Nava. Et Alexandre après. It's great to be with you, and I'm very happy to participate, and also to be. I'm very happy for this cooperation. Right now, I do not want to add anything. I'm listening, and it's very, very important. Thank you very much. Merci Nava de ton témoignage. Alors, je voudrais essayer d'interroger nos collègues qui sont sur le plateau, là, en ce moment. Je vois Stéphanie, je vais te passer la parole tout de suite. Mais après Stéphanie, peut-être, est-ce qu'il y a des collègues qui auraient un point de vue moins, finalement, moins unanimement favorable que ce qu'on entend? Moi, mon expérience était que les questions de mutualisation suscitaient aussi un peu d'inquiétude de la part des personnels, les craintes qu'il pouvait y avoir à sortir peut-être de sa zone de confort. Peut-être c'est intéressant que des exemples de mutualisation moins heureuses soient apportés. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer sur ce sujet-là? Alors, je vais passer la parole à Stéphanie qui voulait bien parler. Voilà, mon micro marche. Merci Juliette. Je peux vous apporter aussi un petit peu l'expérience que j'ai eue moi dans les années précédentes. Alors, ce n'est pas tout récent non plus, puisque ça fait une dizaine d'années que j'ai quitté le musée pour lequel je travaillais il y a quelque temps, qui était un musée en Allemagne, donc, avec effectivement un système de mutualisation plus ou moins développé et plus ou moins avancé. C'est un musée régional qui est financé donc par le Land Baden-Württemberg et qui a en fait 7 ou 8 dépendances dans divers endroits de la zone géographique qu'il couvre. Et effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, la distance est un facteur qui n'aide pas forcément à mutualiser de manière efficace les tâches. Et c'est vrai que là, on l'avait remarqué de manière assez importante. Il y a aussi un certain nombre de développements, d'agrandissements, de rajouts. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des musées ou des institutions qui se sont au fur et à mesure rajoutées à cette organisation qui chapeaute un petit peu l'ensemble, mais qui ne s'intégrait pas forcément très, très bien. Donc, effectivement, c'était une façon un petit peu plus complexe et au fur et à mesure de l'évolution, évidemment, ça a pris de l'ampleur et ça s'est renforcé, mais ça n'a pas forcément développé l'aspect véritablement de mutualisation. C'est-à-dire que j'avais plus l'impression d'un patchwork que d'une structure fonctionnelle et efficace pour l'organisation du travail au quotidien. Voilà, donc ça c'était un petit peu le côté personnel, mais c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs structures, plusieurs musées qui sont mutualisés dans un espace, c'est pas une exception en Allemagne, ça se fait pas nécessairement partout, mais ça n'est pas du tout non plus une exception tout à fait exotique. Voilà. Merci Stéphanie, c'est toujours très intéressant que tu nous apportes ce témoignage. D'abord, tu es franco-allemande et tu parles parfaitement notre langue, tu comprends parfaitement ce qu'on fait et tu as toujours un apport sur ce qui se passe chez nos voisins allemands qui est à la fois très proche et si différent. C'est extrêmement intéressant, merci beaucoup. Je passe la parole à Juliette Roland qui a demandé la parole. Est-ce que d'autres d'entre vous veulent intervenir après Juliette Roland? Je vois que certains n'arrivent pas à intervenir pour des histoires de micro. Je ne comprends pas bien techniquement pour quelles raisons ça ne marche pas, mais je l'entends et le regrette. À vous, Juliette. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc moi, je suis sociologue indépendante et je travaille depuis une dizaine d'années sur le territoire rhône-alpin pour les musées.
Et alors, sur la mutualisation malheureuse, évidemment, il y a énormément d'exemples. La plupart du temps, la mutualisation des personnels, et on ne parle pas des bâtiments ou des moyens financiers, mais des personnels se passe avec quelques grincements tout de même. C'est qui va devenir le chef de qui, quel musée perd son service d'édition au profit d'un autre, etc. Donc, il y a évidemment beaucoup, très souvent, en tout cas pendant les 2 ou 3 premières années qui accompagnent ou qui suivent la mutualisation, des ajustements parfois douloureux. Après, il y a aussi des problèmes peut-être parfois plus profonds sur la déconnexion entre les collections et la médiation. Quand on a un service de médiation qui est mutualisé avec le Ville d'Art et d'Histoire ou avec d'autres sites patrimoniaux, on a des musées de France qui se retrouvent un peu amputés d'une partie de leur mission, en tout cas de leur force de frappe. Donc, il y a évidemment beaucoup de soucis. Par contre, toutes les choses positives qu'a souligné M. Pénicaud tout à l'heure, je les ai effectivement vraiment croisées souvent sur le terrain. Donc, il y a quand même des choses positives. La dernière chose que je voulais évoquer, c'était sur les moyens de coopérer et de mutualiser en ce moment. On essaye là, en ce moment, en Auvergne-Rhône-Alpes, de mettre en œuvre des méthodes d'intelligence collective en distanciel pour faire travailler ensemble médiateurs, conservateurs, en transversalité, en mode participatif, parce qu'en ce moment, coopérer via Zoom, via LiveZai, etc., c'est quand même très froid, très difficile. Et peut-être qu'inventer des modes de communication, de gestion de la parole, de partage d'expériences différents du webinaire qu'on fait classique en ce moment, par exemple, c'est peut-être aussi une voie, une piste à explorer. En tout cas, c'est une expérimentation qu'on est en train de mettre en place et de mener en Auvergne-Rhône-Alpes avec la DRAC. Voilà, je vous remercie. Merci Juliette, ce point de vue aussi est vraiment important à entendre. Alexandre Chevalier n'arrive pas à se connecter, mais il nous a écrit sur le chat. Pour ceux qui ne le lisent pas, je vous dis ce que nous dit notre collègue d'ICOM Belgique. La mutualisation se fait en Belgique au niveau des pôles muséaux, créés officiellement il y a 3 ans, mais ceux-ci ne sont pas développés pour des raisons bêtes de diminution des subventions qui en résultent selon le décret musée que nous devons modifier pour que la création de pôles ne soit pas plus pénalisante financièrement, pardonnez-moi, je dis trop vite. Au niveau des musées fédéraux, une mutualisation a été forcée par regroupement en pôles avec des postes qui sont dorénavant partagés. Donc là, peut-être c'est aussi une vision d'une mutualisation un peu contrainte, partagée entre musées comme la prévention, les RH, la comptabilité, la taxidermie ou la conservation-restauration, donc surtout au niveau administratif, peu au niveau de la médiation. Ça, c'est un point de vue qui est intéressant aussi. Je voulais revenir peut-être une seconde vers Pierre Pénicaud. Pierre, tu n'as pas finalement, et le rapport peut-être ne le permettait pas, mais pas finalement introduit la notion de crise du Covid comme un facteur d'accélération de la mutualisation ou non, j'en sais rien, ou est-ce la même chose, un facteur d'accélération des solidarités? Est-ce qu'il te semble que quelque chose a changé ces derniers mois? Alors, c'est vrai qu'en fait, notre rapport, nous, toutes nos visites, on les a faites en 2019 et on a écrit notre rapport, on a profité justement de la crise du Covid. Bon, puis en plus, le rendu de notre rapport a perdu quand même 2-3 mois parce que j'ai eu des problèmes de santé, donc du coup, ça s'est un peu interrompu. Je ne peux pas te dire si la crise va accélérer ou changer des choses au niveau de la mutualisation, mais par contre, je rejoins ce que disait la précédente intervenante, c'est que ça change évidemment les relations qui existent entre les personnes. On l'observe tous, nous, enfin, quel que soit le niveau, même sans mutualisation. Et donc, quand je disais que les mutualisations, un des écueils des mutualisations, c'est au niveau organisationnel et hiérarchique, c'est qu'il faut qu'on réinvente en fait des méthodes de fonctionnement, des moyens de fonctionnement. Ça demande aussi de la formation sans doute au niveau des cadres,
pour savoir comment gérer ces nouvelles relations hiérarchiques, ces nouveaux modes de fonctionnement. Le fonctionnement par projet est certes une des réponses, on l'a entendu, mais on ne peut pas fonctionner que par projet parce que les musées sont des institutions pérennes, de long terme, et donc elles ont besoin aussi de fonctionner dans cette longueur et non pas uniquement sur un projet très ponctuel. Il y a une chose que je n'ai pas dite aussi sur les mutualisations, un des écueils, un des dangers. Et la mutualisation, elle peut être très intéressante, je pense que des exemples l'ont montré, mais il faut avoir bien conscience des écueils et des dangers qui peuvent la faire capoter, la faire rater. Et un des écueils, je pense, c'est il faut bien faire attention à ce que les établissements qui sont mutualisés conservent leur identité et ne la perdent pas dans un projet de mutualisation. Et ça, c'est vraiment très important. Et l'identité, très souvent, elle est personnifiée. C'est-à-dire que c'est une personne qui va identifier aussi le musée. Alors, l'identité peut changer, le directeur change et l'identité d'un musée peut changer, peut évoluer. Mais voilà, il y a cette notion aussi de personnification. Et je crois que c'est, je sais plus, c'est Sophie Varlop, enfin, je ne sais plus qui parlait de mutualisation, mais qu'on avait quand même des personnes qui identifiaient l'institution. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et cette identification, elle est forcément un peu scientifique parce que c'est la collection qui identifie aussi le musée. Et donc, c'est sa typologie qui va en faire l'identité. Et j'ai vu quelques exemples de mutualisation où il n'y avait plus de chef d'établissement, par exemple. C'était le directeur des musées qui est le chef de chaque établissement. Et je pense que ça peut être un danger. Voilà. Donc, tout est question d'équilibre. Et sur la réponse, c'est Richard qui parlait du projet scientifique et culturel de la direction. Je pense que c'est un outil qui peut être mutualisé aussi, le projet de PSC, mais pour garder l'identité de chaque institution, en fait, il doit se décliner. C'est-à-dire que, alors c'est une nouvelle forme de PSC qui est à inventer aussi, c'est un PSC commun, mutualisé, qui se décline après pour chaque institution. Voilà, donc c'est un petit peu des pistes. Je pense qu'il n'y a pas une règle, une réponse. C'est d'ailleurs chaque institution, chaque collectivité s'organise comme elle veut et tente des expériences. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe ailleurs pour en tirer les bénéfices. Oui, tu touches le doigt là, un point qui est moins consensuel, on va dire, c'est qu'effectivement, dans certains établissements, la mutualisation peut apparaître comme une perte d'identité pour certains. C'est une des résistances sociales à la mutualisation et je pense particulièrement à certains musées qui sont inclus dans des établissements d'une autre nature. Il y avait tout à l'heure Marie-Laure Estignard, je l'aurais volontiers questionnée, mais je crois qu'elle a dû quitter la salle avant que je ne lui passe la parole. C'est un musée à l'intérieur d'un établissement d'enseignement supérieur. La mutualisation qui est clairement, souvent pour des raisons d'économie, fait peur, je le pense. Il y a d'autres formes de musées, le musée de la musique à l'intérieur de la Philharmonie, enfin plein d'autres exemples. On voit bien que la mutualisation entre musées, c'est pas forcément la même chose que la mutualisation d'un musée avec un établissement qui a un peu un autre métier, mais c'est un peu ce que vous disiez aussi sur la ville de Cannes, où c'est plutôt réussi, si je comprends bien, de mutualiser des activités culturelles ensemble qui ont en commun d'être culturelles, mais pas forcément d'être elles-mêmes des musées. Je reviens un peu, il nous reste pratiquement plus de temps, mais on avait posé cette question, mutualiser et solidaire, c'est peut-être une drôle de question, on me l'a dit à plusieurs reprises, mais je la pose quand même à certains d'entre vous, si vous avez envie d'y répondre. Est-ce que dans la période très particulière qu'on vit avec cette crise, cet incident dramatique, ou est-ce que Diana peut nous apporter un témoignage là-dessus? Est-ce qu'il y a des formes de générosité professionnelle qui font que des musées qui ont perdu moins de recettes, moins de ressources, moins de moyens se proposent d'être solidaires et proposent des systèmes d'entraide à leurs collègues dans la même ville ou
dans la même région, ou dans le même domaine? Est-ce que vous avez des expériences de ce type de solidarité qui se mettraient en place? Et ce qui est un petit peu je crois, ce qu'on va essayer de promouvoir à l'intérieur de l'ICOM. Est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter sur ces questions, sur ce sujet-là? Non, apparemment. Actually, I can speak a little bit on that, and that's the idea of advanced planning. Is that if museums decide to work together ahead of time, they can, in their emergency plans, lay out how they can contribute, whether it's staff, materials. I know museums in the U.S. a lot of times we've created what we call emergency caches, where we have a supply of like acid-free materials, different types of materials that we keep in storage, so that when disaster occurs, we're not running out and trying to buy things, but we have a supply of things on hand. And I know within New York City, there's a team called Alliance for Response, and it's museum people who get together on a regular basis. We have workshops together, but we also, when there's a disaster like we had Hurricane Sandy, and immediately a lot of museums had a phone number they could call, and this group would help museums find temporary storage spaces and provided materials. A lot of times, companies that produce acid-free materials or whatever are willing to donate things. And this happens within ICOM with the Beirut situation. There were a number of companies that were willing to provide materials. Several museums within Beirut got together and found temporary storage places. The same thing has happened in Puerto Rico after a hurricane. ICOM and the Smithsonian worked with the art museums in Puerto Rico, and one of the art museums wasn't damaged as much, so it took in damaged collections from other museums. But to a certain extent, it helps if you figure this out ahead of time, but that's not always possible. But it always seems to be better if museums are working together rather than a museum is going out on its own, trying to contact various companies for resources. And then there's always the staff element. If you have a group of people who can come to respond, or at least do an assessment to see what the situation is, and then go back and figure out with a group of people what exactly needs to be done and who are the appropriate people to do it. And I think the Museum Fire, the National Museum of Brazil Fire, there was this type of collaboration. So I think there's lots of examples of where the disasters are terrible. And that's why you want to plan ahead of time, hopefully so that you don't have a disaster or that you're protected in the case of a hurricane. But in the case of fire, sometimes there's nothing you can do, and things are destroyed. But then you can try and build back from that, and that's what the National Museum of Brazil is trying to do now, as well as other places.
Merci, Diana, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as parlé à 2 reprises de Beyrouth, bien sûr, des catastrophes comme celle de Beyrouth suscitent spontanément des élans de solidarité et peut-être la situation du Covid qui touche tout le monde ne suscite pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement, de fléchage des actions et des moyens de la solidarité. Mais tu as dit aussi à plusieurs reprises que la formation était un instrument de la mutualisation et c'est une évidence. Une fois qu'on l'a dit, c'est pas à ça qu'on pense spontanément quand on parle de mutualisation, mais bien sûr, aujourd'hui, la formation qui est la plupart du temps externalisée, peut-être est-ce pour cela, c'est une action, ce sont des actions qui sont mutualisées. Et les musées vont ensemble généralement suivre des formations communes, ce qui leur donne une culture commune. C'est aussi un point que Pierre Pénicaud a souligné, la culture commune. On va s'arrêter là peut-être, puisqu'on a déjà un tout petit peu dépassé notre horaire. Je vais vraiment remercier tous nos orateurs, remercier aussi les participants. On a été un peu plus de 80, 82, je crois, au moment le plus fort de notre séminaire, avec une douzaine de collègues à l'international. Pour nous, c'est quelque chose d'important. On a vraiment envie, surtout dans la période actuelle, de coopérer, de discuter avec nos homologues à l'étranger, parce qu'on vit des choses en commun et qu'il est important, tellement important, d'avoir le regard des autres et de ne pas rester trop centré sur notre expérience à nous, même si confronter nos expériences est tellement, tellement important et tellement riche. Merci à tous ceux qui ont été là. Donc, prochaine séance le 16 février, ça revient vite. Hein. Alors, on parlera de la question des réseaux sociaux en particulier, et on se posera la question de savoir si le numérique est un instrument de solidarité ou pas. Peut-être quand on parle des réseaux sociaux, on va voir avec ce qui a été vécu ces temps derniers, notamment en Amérique, peut-être que la question des réseaux sociaux sera posée différemment, mais dans le sujet qu'on traitera la prochaine fois, on a bien vu comment le numérique prenait une place importante lorsque les musées étaient fermés, comment c'était des outils de coopération très précieux entre les musées, des musées avec leur public quand ils ne pouvaient pas les recevoir. Se pose la question présente dans cette période où les recettes sont rares, de savoir si le numérique peut rester une production gratuite pour les musées. On sait bien que c'est sur beaucoup de lèvres. Cette question-là, on l'abordera forcément la prochaine fois. Comme à chaque fois, je demande à ceux d'entre vous qui le souhaitent de se manifester. Si vous avez envie d'intervenir dans ces Zooms, d'apporter un témoignage ou de conseiller à vos collègues de se joindre et d'apporter leur témoignage, c'est finalement, c'est vos interventions qui font la richesse de ces Zooms. Nous ne sommes que des passeurs dans cette organisation-là. Merci à tous. Bon courage pour ce qui est en train de se passer. On vous informe sur le site d'ICOM France des décisions qui se prennent, bien évidemment, concernant les musées en France. Et on reste en grand contact avec nos homologues, en tout cas nos homologues des pays européens. Nous échangeons régulièrement et nous pouvons aussi vous porter témoignage de leurs expériences à eux. Sur le site d'ICOM France, vous trouverez un édito que j'ai publié hier qui vous annonce nos prochaines manifestations. Il y aura un prochain édito la semaine prochaine, prochain article la semaine prochaine aussi. Et comme je le disais en début de séance, surtout pour ceux qui n'étaient pas là, ouvrez le site d'ICOM International parce que c'est là qu'on vous invite à participer à la définition du musée, à l'actualisation du code de déontologie. Et ce sont des actes qui nous concernent tous et c'est important que vous y preniez votre part. Merci à tous. Y a-t-il une dernière intervention? Téti, tu veux dire quelque chose? Non, je voudrais remercier toujours. On est présent, le congrès est présent presque à toutes ces réunions. Et on espère qu'on pourra travailler même ensemble au sein du SAREC,
au sein de l'ICOM avec le projet SAREC. On espère. On espère bien, oui. On espère, pour être plus clair pour les participants, en fait, le SAREC est un des comités qui attribue des bourses et des subventions à l'ICOM et nous avons demandé au SAREC d'examiner notre cycle Zoom que nous montons en commun avec Téti de Grèce que vous venez d'entendre, avec notre collègue d'ICOM Israël qui s'est présenté tout à l'heure, Nava, avec nos amis du CHI Musette, nos amis d'ICOM Finlande qu'on va plus nous recevoir aujourd'hui et on espère pouvoir avoir une coopération encore plus encore plus structurée grâce à une petite subvention qu'on a demandée à l'ICOM et qui permet de continuer à avoir une interprétation simultanée pour nos collègues. Merci de l'avoir rappelé, Téti. Christiane Sanon aussi, qui est de l'ICOM Burkina Faso, nous envoie un petit message et merci d'être toujours si souvent présente, Christiane, à nos réunions. Je sais que ça vous tient à cœur d'être avec nous aussi. À bientôt.